Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Big Foo, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice. Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace. Mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées.
L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formaient des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm. Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante composé d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous, je n'y étais pas, ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev, où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé. En examinant de minuscules traces d'éléments radioactifs, comme l'uranium et le plomb, ils ont découvert que les couches de sol les plus profondes remontaient à l'ère des dinosaures. Plus en surface, des dépôts plus récents présentaient une structure rappelant celle des deltas fluviaux actuels, à l'image de ceux du Mississippi ou du Rio Grande. De petites traces de vie ont également été détectées dans le sable. À son apogée, ce fleuve prenait sa source dans la chaîne transantarctique et parcourait 1500 km avant de se jeter dans la mer d'Amundsen. Poursuivant leurs recherches sur des couches de sédiments plus récentes, âgées d'environ 20 millions d'années, les scientifiques espèrent que ces découvertes leur permettront de mieux anticiper les évolutions futures du climat terrestre. Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain, attendez, que distinguez-vous là-bas? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel, alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ces bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition.
Ocontún s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Ocontún comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient mais parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisées pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas.
Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalisent 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire Maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Cette demeure confortable avec vue magnifique sur la mer Méditerranée fera un parfait abri contre la pluie. Voilà à quoi aurait pu ressembler une annonce immobilière pour l'homme de Néandertal il y a 100 000 ans. Tu vas aujourd'hui découvrir des grottes étranges et merveilleuses dans lesquelles tu pourrais vivre, ou pas. Bien sûr, à l'époque, ni l'immobilier ni la publicité n'avaient encore été inventés, sans parler du fait que les Néandertaliens ne savaient pas construire de maisons et vivaient souvent dans des grottes. Pourtant, l'une de ces grottes ressemble énormément à un immeuble d'habitation. Elle est située à l'intérieur d'un haut monolithe calcaire, connu comme étant le rocher de Gibraltar. Si les Néandertaliens avaient possédé une économie, les grottes à l'intérieur de ce rocher auraient certainement coûté une fortune. Des marins l'ont découverte en 1907, tout simplement en remarquant un grand trou à l'intérieur de l'imposant rocher. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont étudié cet endroit et ils y ont trouvé des traces de Néandertaliens. Ils ont découvert des outils anciens dans la grotte ainsi que des ossements d'animaux. Mais le plus cool, c'est qu'ils ont trouvé pas moins de 4 grottes à l'intérieur du rocher. C'était comme un petit complexe résidentiel. Les Néandertaliens vivaient aux côtés de leurs voisins et s'entraidaient pour la chasse et la pêche. Ils décoraient leur demeure de plumes et dessinaient des formes abstraites sur les murs. Imagine-toi que ces anciens hominidés passaient leur temps dans ces grottes il y a 100 000 ans. Et maintenant, ce sont les scientifiques qui passent tout leur temps à étudier en détail la vie de l'homme de Néandertal. Fin 2021, des archéologues ont découvert un trou ouvrant sur un tunnel à l'intérieur de l'une des grottes. Ils se sont glissés dans cette ouverture et ont dégagé un espace jusqu'alors inconnu sous le plafond de la grotte. Cet endroit était inaccessible depuis plus de 40 000 ans. Et il semble que cet était l'un des appartements les plus prestigieux de tout le complexe de la montagne. Il possède de hauts plafonds couverts d'anciennes stalactites.
Des rideaux de pierre effondrés divisaient l'appartement en plusieurs pièces. Ces scientifiques ont aussi trouvé des restes d'animaux ainsi que des marques de griffes sur les murs. Il semble que les Néandertaliens n'aient jamais vécu ici, mais ils avaient l'habitude de visiter cet endroit. Les archéologues y ont également trouvé la coquille d'un escargot de mer appelé Nucella lapillus, ou pourpre de l'Atlantique. Un Néandertalien l'aurait apporté dans ce lieu pour une raison qu'on ignore. Mais les principaux propriétaires de cet endroit étaient les hyènes. Ces grottes montrent que les Néandertaliens étaient plus proches des humains que des singes. Ils avaient un mode de vie et même quelques coutumes propres. Il reste encore beaucoup de travail et les scientifiques espèrent faire de nouvelles découvertes à l'intérieur de ce rocher. Entre-temps, en 2003, des archéologues ont découvert une autre habitation ancienne sur l'île de Flores, en Indonésie. Au cœur de la jungle verdoyante, ils ont trouvé une grotte abritant des outils anciens. Au début, tout le monde a pensé que nos ancêtres humains avaient vécu ici. Mais peu après, les scientifiques sont tombés sur un étrange squelette d'adulte. Une analyse approfondie a montré que le squelette appartenait à une femme de 30 ans mesurant 1 mètre, soit à peine un peu plus que la moitié d'un adulte moyen. Le poids de la femme était égal à celui d'un berger allemand adulte. Le squelette n'appartenait ni aux Néandertaliens ni aux Australopithèques. Il s'agissait d'une nouvelle espèce inconnue que les scientifiques ont baptisée Homo floresiensis et surnommée le Hobbit. Il y avait aussi des restes d'animaux anciens encore jamais vus dans la grotte. Il y avait un éléphant de la taille d'une vache, de grandes cigognes et des rats géants. Les archéologues ont découvert que les hobbits n'étaient pas les propriétaires de cet endroit. Les principaux habitants étaient des rats gros comme des chats. Ils se battaient peut-être comme les hobbits d'ailleurs. Des analyses ont démontré que l'Homo floresiensis n'était pas notre ancêtre direct. Il fait partie d'une branche distincte de l'évolution. Le squelette des hobbits ressemble davantage à celui d'un singe qu'à celui d'un humain moderne. En 2009, dans la jungle luxuriante du Vietnam, des archéologues ont découvert la grotte Hang Son Doong, la plus vaste du monde. Si tu entres dans cette grotte et que tu cries, tu entendras ton écho pendant longtemps. À certains endroits, la hauteur de cette grotte atteint la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. Et sa superficie totale est plus grande qu'un pâté de maison du centre de New York. Hang Son Doong est l'une des 3 grottes de la jungle vietnamienne. De nombreux labyrinthes relient ces grottes. À l'intérieur, tu peux trouver des plantes et des arbres uniques qui vivent complètement coupés du monde extérieur. C'est une véritable jungle souterraine. À certains endroits, on trouve des plafonds effondrés qui laissent entrer la lumière du soleil. En plus de la flore peu commune, tu y verras de très anciennes stalactites. Certains dépôts de calcaire ont plus de 450 millions d'années. Ils étaient là avant même l'apparition des dinosaures. Il y a aussi de nombreuses rivières dans la grotte. L'eau de pluie qui y tombe par les trous des plafonds les a formées au cours des siècles. Ces ruisseaux rapides ressemblent aux toboggans d'un parc aquatique. Ils conduisent à des labyrinthes souterrains que personne n'a encore vus. Les scientifiques n'ont étudié qu'une petite partie de toutes ces grottes. La grotte suivante, elle aussi des plus étranges, se trouve en Nouvelle-Zélande. Des centaines de milliers de lucioles vivent à l'intérieur. Chacune d'entre elles brille d'une lumière bleutée. Ensemble, elles illuminent la grotte. Tu auras peut-être l'impression d'être sur une autre planète, mais tu ne pourras pas rester très longtemps. Il y a partout des appareils pour mesurer l'air. Les scientifiques veillent à ne pas excéder le niveau de dioxyde de carbone nécessaire à l'existence des lucioles. Ces insectes sont très sensibles à l'environnement. S'il y a trop de monde dans la grotte, ou si les gens restent trop longtemps, le personnel du parc leur demandera de quitter les lieux. C'est comme si tu volais l'oxygène des lucioles. Nous avons donc vu quelques grottes plutôt étonnantes. Mais que dirais-tu d'une grotte effrayante ? Nous allons pour cela dans le désert de la province d'Al-Mahra, au Yémen. Ce que nous cherchons n'est pas une grotte, c'est juste un trou noir dans le sol, en plein milieu du désert. Il est grand, de la taille d'un terrain de basket. Ce n'est pas sa taille qui est effrayante à vrai dire, mais ce qui se trouve à l'intérieur. Les scientifiques ne sont toujours pas sûrs de ce que c'est. Des profondeurs de ce gouffre noir, une odeur dégoûtante d'œufs pourris se dégage constamment. Et parfois, on peut entendre des sons étranges et terrifiants. La noirceur du trou géant du Yémen absorbe tous les rayons du soleil. Tu ne verras donc pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, même avec une puissante lampe de poche. Des gens ont survolé cet endroit en hélicoptère. Ils l'ont filmé à l'aide de drones et des puissants objectifs, mais ils n'ont rien pu immortaliser, si ce n'est l'obscurité totale. On dirait une énorme tache d'encre au milieu du sable doré.
Les habitants même ont peur de s'approcher de cet endroit. Ils pensent que la grotte conduit vers une autre dimension où vivent des créatures maléfiques. Pour l'instant, le trou du Yémen est l'un des phénomènes les plus mal étudiés et les plus mystérieux de notre monde naturel. Comment est-il apparu? Depuis quand existe-t-il? Où mène-t-il? Nos scientifiques tentent de trouver des réponses à ces questions. Selon certaines théories, le trou serait apparu à cause de travaux de construction. Des géologues auraient foré le sol à proximité à la recherche de minéraux. Cela aurait provoqué des mouvements dans la croûte terrestre et causé l'effondrement de la surface. Mais personne ne peut prouver cette théorie. Tout au moins, pas encore. Et maintenant, imagine un endroit où la lumière du soleil n'a pas pénétré depuis plus de 5 millions d'années. Il y a peu d'oxygène dans cet endroit qui est froid et humide. Pourtant, la vie y a quand même fait irruption, pas seulement sous la forme de microbes et de bactéries, mais aussi de créatures plus grandes. Les conditions de vie dans cette grotte sont très différentes des conditions que l'on connaît. Alors, dans un sens, cette grotte est un peu comme une autre planète. Il s'agit de la grotte de Movile, située dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Son entrée est un petit trou dans le sol. À l'intérieur, un tunnel mène profondément sous la surface. Les niveaux de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de carbone y sont supérieurs à la normale. L'air ici contient moitié moins d'oxygène qu'à la surface. Il est donc impossible pour les humains d'y demeurer sans bouteille d'oxygène. Mais les animaux qui vivent là se portent très bien. Cette grotte abrite 48 espèces d'organismes vivants. 33 d'entre elles nous sont encore inconnues. Ici, tu rencontreras des insectes extraordinaires, des escargots blancs et des araignées blanches elles aussi, des mille-pattes avec d'énormes moustaches, des crevettes transparentes et des espèces uniques de sangsues. Tous vivent dans ce lieu grâce aux petits organismes autotrophes. Ils absorbent le dioxyde de carbone et libèrent des particules de nourriture. Les bactéries s'en nourrissent, d'autres organismes plus grands se nourrissent de ces bactéries, et d'autres organismes plus gros encore mangent les plus petits. Au final, tout le monde se nourrit. Dans cette grotte, l'évolution a créé un système biologique complètement séparé du reste du monde. Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre. Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'ils se trouvent en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu. Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire. Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G. L'upsweep est un autre type de son non identifié. Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter. De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison? Personne ne le sait vraiment. Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013.
Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction. Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance ? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées vieilles d'environ 11 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celle où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite. Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site ? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles ? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction Nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant ? Eh bien, Paléodiction Nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique au fossile de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés ? Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux. Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930. Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous. Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement ? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres. Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mékong en Thaïlande ? Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre. Et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science ? Est-ce lié à un gaz inflammable ? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout ? Elles peuvent être passionnantes. Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans. Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace ?
En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps. La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion. Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan ? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable. Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elles, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres ? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de toute vie dans notre système solaire. Les scientifiques ont découvert un nouveau type d'onde à l'intérieur du Soleil. Ces ondes se déplacent dans une direction opposée à sa rotation. De plus, elles se déplacent très rapidement, si rapidement que cela dépasse l'entendement. Les chercheurs ont différentes théories concernant la fonction de ces ondes. S'ils découvrent leur rôle, cela pourrait leur permettre de mieux comprendre les processus qui se déroulent à l'intérieur de notre astre. À un moment donné de sa longue et très intéressante histoire, notre chère planète Terre était en train de roupiller tranquillement, faisant son petit bonhomme de chemin, tournant autour du Soleil. Et puis, bam, la vie commence à s'emballer. Les plantes et les animaux se mettent à se pavaner, dévoilant toute leur complexité. Un peu plus tard, il y a environ 65 millions d'années pour être exact, une catastrophe cosmique se produit. C'est du moins ce que nous supposons. Un astéroïde s'est probablement écrasé sur la Terre, anéantissant les dinosaures et un tas d'autres grands animaux. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur l'astéroïde en question. Mais nous savons qu'il était extrêmement massif et qu'il s'est écrasé sur notre précieuse planète, créant un chaos poussiéreux qui s'est répandu partout. Aujourd'hui encore, on trouve des vestiges de cette couche de poussière dans les roches sédimentaires. Si tu creuses en dessous, tu y découvriras tout un tas de fossiles. Ces créatures préhistoriques menaient la grande vie avant que l'astéroïde ne vienne gâcher la fête. Imagine que la planète fasse le ménage, laissant un tas d'espaces vides qui n'attendent que d'être remplis. Et devine qui a profité de l'occasion ? Les mammifères pardis. Ces petites créatures à fourrure se sont faites connaître. Mais comment se fait-il que cette catastrophe ait été une si belle opportunité pour eux ? C'est assez simple, en fait. En l'absence de persécuteurs, ils ont grandi, se sont multipliés et ont vu leur population s'étendre. Toutes sortes de mammifères se sont joints à eux pour combler les vides. Primates, rongeurs, bref, toute la bande à fourrure. Nous parlons ici de mammifères placentaires, de marsupiaux et même de mammifères pondant des œufs, ce qui ajoute une sérieuse touche de variété au mélange. Nous aimons considérer les primates comme nos plus proches parents sur Terre. Quelle est leur histoire ? Il y a environ 63 millions d'années, quelques millions d'années après la dernière danse des dinosaures, les primates ont décidé qu'il était temps de se réunir en famille. Ils se sont divisés en deux groupes. Les haplorhiniens, qui sont devenus les petits et les grands singes que nous connaissons aujourd'hui, et les strepsirrhiniens, qui sont devenus les lémuriens et les aïe-aïe. La fête ne s'est pas arrêtée là. Il y a environ 58 millions d'années, les haplorhiniens ont entamé leur propre petite mission. Un invité spécial, le tarsier, a fait son entrée en scène. Avec ses grands yeux parfaits pour toutes sortes de manigances nocturnes. Le tarsier a choisi un chemin différent de celui de ses parents primates, embrassant sa niche unique et évoluant à l'écart.
Aujourd'hui encore, le tarsier est le seul primate à se nourrir exclusivement de viande. Ces petits bonshommes ont un goût prononcé pour les insectes, les petits oiseaux, les rongeurs et même les lézards. Mais ce n'est pas tout ce qui les rend uniques. Leurs yeux sont 2 fois plus grands que leur cerveau. Leur tête peut aussi effectuer une pirouette de 180 degrés, comme un hibou. Grâce à leurs caractéristiques, les tarsiers sont les véritables rois et reines de la nuit. Grâce à leur super pouvoir de repérage des ultrasons, ils peuvent détecter leur proie instantanément. De plus, leurs pattes et leurs pieds sont tels des ressorts, toujours prêts à les faire bondir. Ils possèdent un os spécial de la cheville, le tarse, qui leur permet d'effectuer des sauts de proportions épiques. D'où leur nom, si tu te posais la question. Mais laissons ces petites créatures se reposer et revenons à notre histoire. Il y a environ 55 millions d'années, la Terre a monté le thermostat, littéralement. Cette chaleur s'est avérée un peu trop difficile à supporter pour de nombreuses créatures et plantes des profondeurs de l'océan. Et elles ont tiré leur révérence. Mais chaque fin est toujours le commencement d'autre chose, n'est-ce pas? Les mammifères océaniques connus sous le nom de cétacés y ont vu leur chance et l'ont saisie. Ils se sont engouffrés dans ces niches vides et se sont rendus maîtres des mers. Dans cette catégorie de créatures, on retrouve la baleine bleue et le dauphin. Un primate particulier a fait son apparition il y a environ 47 millions d'années. Les scientifiques appellent aujourd'hui affectueusement le fossile de cette créature Ida. Cette petite merveille a fait sensation, car elle a d'abord été présentée comme le chaînon manquant de l'évolution humaine. Mais voici la partie la plus hilarante. Il s'est avéré qu'Ida ne faisait pas partie des haplorhiniens à nez sec, mais plutôt des strepsirhiniens à nez humide. Il y a 40 millions d'années, un autre événement majeur s'est produit dans le monde des primates. Les singes du Nouveau Monde, nos lointains cousins, ont décidé d'emprunter un chemin différent et de se détacher de notre lignée de singes de l'Ancien Monde. Ils ont pris leurs affaires et sont partis à la conquête de l'Amérique du Sud, où ils vivent encore aujourd'hui. Quelle est la différence entre les deux, me diras-tu? Eh bien, un élément crucial les distingue. Les singes de l'Ancien Monde avaient les narines orientées vers le bas. Il y a environ 25 millions d'années, une autre bande de singes est entrée en scène. Ceux-ci avaient une particularité, ils n'avaient pas de queue. Ces créatures uniques allaient redevenir nos plus proches parents. Il s'agit des singes et des grands singes, des mecs cool qui partagent avec nous un grand nombre de similitudes génétiques. Le premier singe à s'être libéré de cette folie simiesque est le gibbon. Il y a environ 18 millions d'années que ce petit acrobate a fait son entrée sur scène. Quelques millions d'années plus tard, les grands singes se sont également joints à eux. Les orang-outans auront été les pionniers, s'aventurant dans les régions sauvages du sud de l'Asie. Nous nous rapprochons de plus en plus du présent. Il y a 7 millions d'années, les grands singes ont pris un tournant significatif sur la route de l'évolution. L'une des voies menait à nos ancêtres, les futurs Homo sapiens, tandis que l'autre conduirait aux chimpanzés et aux bonobos. Ces 2 branches de primates sont restées soudées pendant quelques millions d'années avant de prendre des chemins différents. Il y a 5 ou 6 millions d'années, un singe a changé la donne. L'Ardipithèque a fait son entrée dans l'histoire de notre évolution. Il possédait un talent très particulier, la bipédie. En effet, il s'agissait là de l'un des premiers singes à marcher sur 2 pieds, ce qui a probablement suscité la plus grande circonspection de la part de ses compagnons primates. Les véritables vedettes, cependant, sont arrivées il y a environ 4 millions d'années. C'est l'équipe des Australopithèques, les premiers membres de la sous-tribu des Hominina, notre tribu à nous. Qu'est-ce qui les rendait si spéciaux? Eh bien, probablement le fait qu'ils soient venus aussi bien équipés, d'outils en pierre, pour être précis. Il semble qu'à un moment donné de leur évolution, ces astucieux primates aient commencé à utiliser la pierre pour se faciliter la vie. Maintenant, voici un tournant crucial de notre histoire. Il y a environ 2 millions d'années, nos ancêtres ont été confrontés à une famine de grande ampleur. La survie du plus fort était alors le mot d'ordre, et 2 stratégies ont vu le jour. Le premier groupe a opté pour des mâchoires plus puissantes, ce qui lui a permis de mâcher des aliments coriaces comme les noix. Le second groupe a eu une toute autre idée. Il a opté pour des mâchoires plus faibles, mais des cerveaux plus gros. Il voulait avoir accès à une plus grande variété d'aliments. Évidemment, c'est le groupe au cerveau le plus développé qui l'a emporté. Et c'est là que notre équipe entre en jeu. Il y a environ 2,5 millions d'années, un type de primate surnommé l'homme habile a marqué l'histoire.
Ces créatures intelligentes avaient un plus gros cerveau et savaient comment utiliser ces neurones à bon escient. Puis, il y a environ 1,9 million d'années, une nouvelle étoile est apparue au firmament, l'Homo erectus. Ces créatures ne se contentèrent pas de marcher debout. Elles avaient aussi un cerveau presque 2 fois plus gros que celui de l'Homo habilis d'antan. Ils ont pris le monde par surprise, en devenant les premiers de nos ancêtres à s'aventurer hors du continent africain. Ils savaient même apprivoiser le feu. Il y a environ 700 000 ans, le monde a ensuite connu une révolution culinaire, lorsque les premières traces de cuisine sont apparues. Et il y a environ 500 000 ans, nos ancêtres ont décidé qu'il était temps de devenir esclaves de la mode en arborant les premières traces de vêtements. Notre propre espèce est née il y a seulement 300 000 ans. Je t'avais bien dit qu'on était à la traîne. Mais le monde n'a plus jamais été le même après l'apparition de l'Homo sapiens, l'homme moderne sur le plan anatomique. Aux côtés d'autres membres de notre famille, nous avons émergé, prêts à conquérir le monde avec nos esprits novateurs et nos sociétés complexes. Le cheminement exact de notre évolution reste un peu mystérieux. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que les Néandertaliens se sont joints à la fête à un moment ou à un autre. L'essor de l'Homo sapiens s'est accompagné d'un développement des capacités linguistiques. Le langage moderne serait apparu presque en même temps que notre espèce. Nous avons commencé à nous exprimer, à partager des histoires et à façonner le monde avec nos mots. Et voilà le travail. Il aura fallu 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique pour que les humains fassent leur entrée. Réfléchis-y. 99% du temps écoulé depuis le Big Bang, nous n'étions même pas là. Notre espèce, l'Homo sapiens, est la petite dernière de la famille Terre et n'existe que depuis une infime partie du temps alloué à l'univers. Pourtant, en un clin d'œil, nous avons réussi à démêler toute l'histoire qui nous a menés à notre propre existence. L'histoire ne s'arrêtera pas avec nous. C'est une saga en cours qui s'écrit à chaque instant. Il y a beaucoup de portes de par le monde qui n'ont pas de clé. Peut-être que tu vas trouver le moyen de les ouvrir. Notre première destination est... Ok, lis-le toi-même et bonne chance pour la prononciation. C'est un temple en Inde dont le nom vient de cet autre mot extrêmement long qui se traduit par « celui qui émerge du lotus ». Ce temple est l'un des lieux les plus connus et les plus sacrés de l'Inde. C'est l'un des 108 temples du courant de l'hindouisme qui s'appelle comme ça. C'est un courant particulièrement ancien dont on trouve les premières traces dans des textes tamouls du VIe siècle. On en revient à notre époque. En 2011, suite à une plainte, la Cour suprême indienne a décidé de recenser les objets de valeur conservés dans le temple parce qu'ils avaient été informés que l'endroit pouvait avoir été abusivement exploité. Pour ce faire, ils ont dû ouvrir toutes ces portes qui étaient restées fermées pendant des siècles. La commission a ainsi découvert 6 gigantesques caveaux secrets dans lesquels étaient cachés d'inestimables trésors. En ouvrant ces caveaux, la commission a découvert des statuettes en or, des colliers et des pièces pour une valeur totale d'au moins 23 milliards d'euros. Les officiers ont aussi découvert des costumes de cérémonie, des noix de coco en or incrustées de bijoux et de gros diamants. Quand je dis gros diamants, c'est que c'est vraiment des gros diamants. Certaines de ces pierres précieuses atteignent les 110 carats. Pour te donner une idée, une petite statuette en or de cette collection a une valeur estimée d'environ 31 millions d'euros. Après cette découverte digne d'un conte des mille et une nuits, le temple s'est équipé de détecteurs de métaux, de caméras et d'autres appareils de sécurité avant l'arrivée des premiers visiteurs. Le temple est maintenant encerclé par plein d'agents de sécurité. Mais est-ce qu'il protège le trésor ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus mystérieux dans ce temple ? Il y a 6 caveaux dans le temple. C'est là que le trésor est entreposé. Ces caveaux ont des noms de A à F. Mais le comité de recherche n'a ouvert que 5 des 6 caveaux avec beaucoup de difficultés. Le plus bizarre, c'est que, malgré tous les efforts ayant impliqué l'utilisation des technologies les plus récentes, le caveau B n'a pas pu être ouvert. 2 cobras sont sculptés sur la porte et sont là pour t'accueillir. Cette porte fait office de portail. Tu peux aisément le voir, comme pour les portes qui mènent aux autres caveaux. Surprise! Les experts ont découvert 2 autres portes derrière la première. La deuxième porte est en bois et la troisième en fer. Étonnamment, la dernière porte est verrouillée et ne présente aucune caractéristique d'une porte. Pas de charnière, de poignée, de verrou, ni quoi que ce soit d'autre. Personne ne sait ce qui se cache dans le caveau B.
Ceux qui croient en des forces occultes considèrent qu'ouvrir cette porte contre sa volonté libérerait d'innommables forces sur le monde. D'autres considèrent que la porte du caveau B conduit vers un tunnel. On ne sait pas si c'est lié à ces croyances, mais la Cour suprême indienne déconseille l'ouverture des portes du caveau B. En 2010, David Crespi, un ingénieur français qui visitait le Machu Picchu, a découvert une porte étrange dans un des bâtiments principaux. La porte se trouvait dans un passage étroit très peu fréquenté par les touristes et les archéologues. David a pensé qu'il s'agissait d'une porte d'entrée qui avait été scellée par les Incas pour une raison inconnue. Il a immédiatement contacté les archéologues et les autorités, qui lui ont promis qu'il commencerait à enquêter au plus tôt et qu'il lui donnerait des nouvelles sur sa découverte. Les mois ont passé, mais il n'a reçu aucune nouvelle. Il n'a reçu aucune réponse à ses appels et ses emails. En 2011, il tombe sur un article sur le Pérou écrit par Thierry Jamin. David le contacte immédiatement et l'informe de sa découverte. Par la suite, Jamin et d'autres archéologues se rendent au Machu Picchu pour mener l'enquête sur la porte secrète. Ils en ont conclu qu'il s'agissait bien d'une porte d'entrée scellée par les Incas. Les chercheurs ont confirmé la découverte de 2 entrées situées derrière la fameuse porte. Ils ont aussi reproduit une image 3D d'une rampe d'escalier conduisant vers la pièce principale et une autre chambre. L'analyse révèle quelques cavités parmi lesquelles se trouve une grande pièce quadrangulaire. En outre, les géoradars ont aussi détecté des métaux qui pourraient correspondre à des objets en or ou en argent. Jamin et son équipe pensent qu'il s'agit peut-être d'une pièce datant d'une période préhispanique. Ils pensent que les Incas ont scellé la porte afin de cacher quelque chose d'important. Peut-être s'agit-il d'un énorme trésor ou autre chose de tout aussi important. Jamin a affirmé que la découverte de cette chambre pourrait être la première étape de la découverte d'un mausolée. Jamin soumet une demande officielle au gouvernement péruvien afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir la pièce. Pourtant, ni sa demande, ni les demandes d'autres archéologues n'ont été approuvées jusqu'à maintenant. Les autorités considèrent que l'ouverture de cette porte pourrait causer des dégâts à d'autres aires du site archéologique. Pourtant, la caméra endoscopique a confirmé l'hypothèse que les blocs de pierre de l'entrée ne font que bloquer le passage et ne sont pas des éléments structurels utiles au bâtiment. Le troisième mystère se situe à Gizeh, en Égypte. Des explorateurs ont découvert 2 portes secrètes dans la pyramide de Khéops. Il y a 2 tunnels d'environ 20 cm de large qui partent des murs nord et sud de la chambre de la reine. Mais ces tunnels sont fermés avant de déboucher sur l'extérieur de la pyramide. Alors, où peuvent-ils bien conduire ? Personne ne sait exactement à quoi servent ces tunnels. Certains archéologues pensent que ces portes cachent l'entrée à des chambres encore inexplorées. L'égyptologue Zahi a raconté la découverte de ces portes. Un robot conçu spécialement pour l'expédition a été envoyé dans ces couloirs partant de la chambre de la reine pour comprendre ce qui s'y trouvait. Les chercheurs ont branché une caméra à ce robot. La vidéo montre que derrière la porte en pierre se trouve une autre porte close. Les archéologues étaient stupéfaits d'avoir découvert une porte au lieu d'une impasse. La structure de la porte en pierre cache parfaitement les autres portes. Selon les experts, il s'agit d'une prouesse d'ingénierie. Il est impossible d'atteindre la porte car elle se situe derrière un bloc de pierre géant. Mais les archéologues sont en train de chercher une façon d'y parvenir sans endommager la structure. Ces nouvelles découvertes n'ont fait que confondre encore plus les archéologues au lieu d'apporter des réponses à leurs questions. Dernière étape de notre voyage, le Taj Mahal, le palais de l'amour. L'empereur moghol Shah Jahan a fait construire ce mausolée à la mémoire de sa femme bien-aimée, Mumtaz Mahal. La quantité de portes du Taj Mahal est si importante que cette vidéo durerait des jours si on commençait à parler de toutes les pièces scellées du palais. Selon les experts, si l'on ouvrait ces portes maintenant, des centaines d'années après leur fermeture définitive, on se retrouverait à devoir faire face à des exhalations de monoxyde de carbone. Et si ce gaz entrait en contact avec le marbre, il se transformerait en carbonate de calcium, ce qui pourrait fissurer les minarets du Taj Mahal. Une légende dit que l'ouverture de ces portes libérerait une terrible malédiction emprisonnée dans les chambres souterraines du mausolée. Un petit bonus du Canada. La porte de la chambre 873. C'est une chambre du Fairmont Banff Springs Hotel, ouvert en 1888. Voici l'histoire. Il y a des dizaines d'années, un crime a été commis dans cette chambre.
Après l'enquête, l'administration de l'hôtel a décidé de réaménager la chambre et de continuer à la louer à d'autres voyageurs. La rumeur dit que les hôtes logeant dans cette chambre avaient été témoins d'étranges phénomènes. Ils entendaient des bruits bizarres et la télé de la chambre ne cessait de clignoter. On dit que la porte de la chambre 873 a été murée avec des briques. Les hôtes curieux qui ont entendu parler de ces histoires traînent dans les couloirs là où se trouvait l'entrée de la chambre en tapant sur les murs pour contacter d'éventuels fantômes. Laquelle de ces portes voudrais-tu ouvrir ?